Bonjour à tous, aujourd'hui on vous parle d'un moyen métrage qui est disponible sur arte.tv qui diffuse régulièrement des moyens métrages d'animation et des courts métrages d'animation, notamment dans le cadre de la sélection des Césars, puisque ce film a été nommé au César du meilleur court métrage. Ça s'appelle La forêt de Mademoiselle Tang et c'est réalisé par Denis Do, à qui l'on doit un précédent film d'animation qui s'appelle Funan et qui lui-même avait eu une belle carrière, en tout cas c'était son premier long métrage d'animation, et là il revient avec un moyen métrage. Comme d'habitude, je vais commencer par une fiche technique assez succincte pour introduire le film. Le montage est l'œuvre de Nazim Meslem, qui était notamment monteur sur Avril et le monde truqué et le dernier film Ernest et Célestine, le voyage en charabie. Il a également travaillé sur la série télévisée Arcane. À la musique, nous retrouvons Thibaut Adjeman, qui a déjà signé les bandes originales de Kirikou et les hommes et les femmes, Le gang des Antillais et du précédent film de Denis Do, Funan. C'est un film qui a bénéficié donc d'une production avec l'aide du CNC, mais qui au début devait être un court métrage de 20 minutes qui a été étendu à 40 minutes et est donc devenu un moyen métrage. Et pour ce faire, c'est aussi passé par la case financement participatif ou crowdfunding en bon anglais chez Ulule. Au doublage, il y a tout un tas de doubleurs et notamment des noms qu'on a déjà vus. Christophe Tech, qu'on vous avez peut-être vu dans la série télévisée Kim Kong, où il jouait une espèce de Kim Jong-un qui enlevait Jonathan Lambert pour lui faire réaliser des films en Corée du Nord, et François Chaud, que vous avez probablement vu dans Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu et un tas d'autres comédies, et sans doute au Jamel Comedy Club également. À préciser que Mais ce n'est pas enfin, un... Oui, tu dirais pas le plus grand film dans lequel il a joué? eh bien je ne sais pas, tu me l'apprends. J'ai peur. Les traducteurs, par exemple? Ah, Les Traducteurs, le fameux film Oni de la troisième rangée que je n'ai toujours pas vu parce que j'ai peur de bien aimer. Alors c'est très rare, hein. C'est dans l'autre sens. J'ai peur de bien aimer et d'être rejeté par ma communauté, si j'aime bien. C'est ça le problème. Et d'ailleurs, tu parles de traduction, c'est intéressant, puisque ce n'est pas un doublage en français, mais alors au début je me suis dit, tiens, c'est un doublage en chinois. Eh bien non, pas du tout non plus. Enfin, un petit peu, ça reste une langue chinoise et un dialecte. Et c'est dans la langue Teochew, alors je m'excuse si j'ai mal prononcé, qui est un dialecte du sud-est de la Chine. Et moi, en fait, Denis Do, je le connaissais de Funan, et j'avais bien retenu qu'il avait des origines cambodgiennes, puisque ça parlait des Khmers rouges, ce film. Et je me suis dit, tiens, mais nous voici en Chine, et en fait, j'ai appris donc qu'il venait déjà de la diaspora chinoise du Cambodge. Et donc cette communauté Tchotchouye que euh, Denis Do a voulu mettre à l'honneur, et notamment son héritage culturel. Et à ce titre, je vous renvoie aussi vers une interview qu'il a donnée sur une chaîne YouTube qui s'appelle Banmi Media, et qui met en avant notamment des créateurs d'origine asiatique qui travaillent en France et qui s'intéressent de manière générale à la diaspora asiatique, et qui fait des interviews vraiment de très bonne qualité. Et il a donné une interview d'1 heure où il parle notamment un petit peu de la forêt de Mademoiselle Tang. Donc je mettrai le lien en description. Et Nam, je vais te lancer sur le pitch. Et bah au début on voit de la bouffe, voilà. De la bouffe, comme dans tout bon film d'animation qui se respecte. C'est ça. Et d'autant plus dans les films d'animation asiatique, c'est quand même quelque chose qui revient beaucoup. Mais là c'est pas de n'importe quelle nourriture, parce que c'est de la nourriture qui est en train d'être faite à la fin du 19e siècle en Chine, quand la Chine est encore une conquête anglaise, enfin une partie de la Chine tout du moins. On va ensuite suivre des personnes, enfin toute une génération, enfin plein de générations d'habitants qui vivent voilà, dans cette petite ville, dans une maison du coup, traditionnelle qu'ils ont. Pour préciser, oui, En effectivement, gros, on suit les membres d'une même famille. Et donc la ville qui au début est un petit port, et effectivement il y a un point d'entrée des Occidentaux sur la Chine continentale, c'est la ville de Shantou. Alors pareil, hein, désolé, c'est la prononciation à la française. C'est écrit plutôt Swato en chinois donc, et dans les sous-titres. Je m'excuse pour la prononciation. Effectivement, on va avancer dans les époques. C'est un moyen métrage, donc effectivement le scénario va consister à voir des membres de la même famille à différentes périodes, et ainsi à nous montrer, euh, comment dire, à la fois l'histoire de cette population et les faits marquants qui ont accompagné cette histoire, et aussi à la fin s'attacher à montrer peut-être le déracinement d'une partie de cette population, obligée de quitter cette zone pour diverses raisons, comme c'est le cas de la famille du réalisateur par exemple. on peut noter que la famille est, comme c'est une famille populaire, Ouais. donc on va voir quand même chaque époque va être marquée par un événement important de cette époque.
avec à chaque fois une quarantaine d'années d'écart entre chaque événement, je crois. Ouais, c'est à Euh, peu près ça. Des fois, c'est une vingtaine d'années et des fois, c'est plutôt 40 ans. Moi, j'ai noté à peu près 6 séquences dans le film. On a 1886, 1922, 1940, 1959. Puis là, on a un petit jump 1992-2010. hmm. Si j'ai rien raté. Euh, oui, oui. Bah après, c'est aussi, ouais, il y a une grande partie de l'histoire chinoise qui a été. Comment? Bah, il y a eu Mao pendant pas mal de temps. Et pendant pas mal de temps, bah, l'événement marquant, c'était qu'il y avait Mao. Donc voilà, ils ont caractérisé par cette longue période, par juste un événement, par un moment. Surtout qu'à chaque fois, on voit comme quelque chose comme une partie de la journée d'un membre de la famille. Et à chaque fois, on a le lien toujours où on a genre l'enfant, enfin en général l'enfant de la famille qui, à la séquence d'après, devient le patriarche, la matriarche, ce genre de choses. Voilà, effectivement, à chaque fois, on va avoir une espèce de petite tranche de vie, comme on peut dire, qui va effectivement nous montrer un instant T signifiant pour cette famille ou alors pour l'histoire du pays en particulier. Effectivement, on va passer comme ça de génération en génération. Est-ce que vous voulez qu'on parle tout de suite peut-être de l'aspect graphique? Je vais revenir sur les quelques images précédentes. Alors, notamment sur les décors, on a des décors parfois en plan large, parfois en plan plus resserré, mais en tout cas, il y a tout un travail qui est fait sur le côté peinture des textures. Je parle de texture parce qu'on a un mélange de 2D et de 3D. Notamment, les personnages, eux, sont vraiment faits en 2D, mais les décors sont pour la plupart faits en 3D, ce qui permet notamment de faire des travelling dans l'image. Alors, quand il y a des personnages à l'écran, ça ne permet pas de faire des travelling extrêmement complexes, mais quand il n'y a pas de personnage, ça permet effectivement de se promener un petit peu dans les décors. Et là, par exemple, on voit donc il y a un personnage qui va commencer à cultiver des bonsaïs, ça deviendra la fameuse forêt de Mademoiselle Tang. Et là, on voit effectivement sur l'image le feuillage qui est des petites touches de peinture, des petites textures qui sont comme ça apposées et assez stylisées. C'est-à-dire là, on voit pas toutes les petites branches qui relient jusqu'à la branche principale de l'arbre. Euh, Parfois, les choses flottent un petit peu aussi dans l'air, ce qui donne un cachet, ma foi, très artisanal et qui moi m'a bien plu et qui reste aussi dans l'esprit du film précédent de Nido. On revoit notamment, on retrouve son style pour le chara design et les personnages. Qu'est-ce que vous en avez pensé visuellement de l'accroche dans le film? Est-ce que vous avez été dépaysé? Peut-être Lila en premier. Oui, déjà, c'est vrai que c'est assez intéressant d'avoir ce trait qui est vraiment très doux, qui amène tout de suite une certaine mélancolie. Au final, je pense que c'est plus ça, pour moi, quelque part, ce style graphique, il dit plus quelque chose du temps, quelque chose de l'espace, un peu paradoxalement. C'est vrai qu'on est quand même beaucoup dans ce même espace qui est celui de la maison, même si on a des plans en extérieur, même si on a des plans sur les quais, etc. Ça, c'est moins lié vraiment à la direction artistique, mais quand même, il y a vraiment une façon de faire exister cet espace de la maison pour qu'on voilà, on sente bien la manière dont elle est occupée. Euh, Tu parlais du fait qu'il y avait des plans en 3D. Je trouve qu'effectivement, parfois, ces travelling nous donnent un côté un petit peu bizarre, un petit peu inhabituel, qui viennent trancher avec le côté très, en fait, tu vois, à plat de couleurs qu'on peut par ailleurs. Après, c'est vrai que si je dis pas de bêtises, sur la forêt de Mademoiselle Tank, c'était aussi un moyen pour Denido et son équipe justement de tester ça, de tester l'utilisation de la 3D, je crois, d'utiliser Blender pour réaliser le court-métrage, notamment en prévision d'un autre film qui est en production, qui est Soria, Ouais. qui lui est un long métrage à sortir, qu'il coécrit avec Loïse Dubois. Donc il y a un petit peu ce côté test. Parfois, je trouve qu'on sent un petit peu le fait que c'est pas entièrement nécessaire, mais que c'est aussi pour s'approprier l'outil. Mais enfin, je dis ça, c'est malgré tout très secondaire. Il y a peut-être juste un ou deux moments où bon, ça donne un moment d'étrangeté, si on compare notamment à Funan qui était vraiment fait complètement en 2D. C'est un mélange auquel on n'est pas très habitué. Mais sinon, par ailleurs, très élégant, j'ai trouvé. Il transmet bien la pudeur, en fait, du court-métrage, puisque, on en parlait, c'est un court-métrage
qui se déroule en creux de l'histoire moderne de la Chine. Donc, dans une région qui est traversée par tout un tas d'événements parfois assez dramatiques. Pour autant, on ne voit jamais les choses de front. Et même sans voir les choses de front, on pourrait voir leurs conséquences de manière un petit peu brutale sur la famille. Or, c'est pas vraiment le cas. On sent que c'est quelque chose qui met la famille dans des situations de difficulté. Plusieurs fois interroge l'idée de partir, notamment pour le Cambodge, puisqu'il y a un moment donné le fils de la famille qui va d'ailleurs rejoindre la communauté qui est expatriée au Cambodge. C'est pas des moments vraiment, c'est pas des moments clés qu'on voit. Il y a vraiment plus un sens du quotidien, et en ce sens-là, ça va très bien, bah oui, avec la rondeur en fait, avec la douceur de cette direction artistique. On n'est pas là dans quelque chose qui veut être impactant, choqué, avoir un fort enjeu dramatique, et vraiment plus voilà, dans des sortes de petites touches voilà, à travers lesquelles on saisit l'ampleur des problématiques socioculturelles, mais sans jamais être voilà, frontal. Nam, peut-être que tu veux compléter sur l'aspect graphique, toi Bah non, mais c'est un aspect graphique qui est d'apparence plutôt simple. Après, d'apparence simple veut pas dire que c'est fait à la va-vite ou que c'est pas fait avec soin. Mais oui, on est sur quelque chose qui se veut agréable à l'œil en tout cas. Mhm. Et je trouve que c'était très beau. Il n'y a pas de. Moi, je suis d'accord avec vous. Puis ça se renouvelle aussi un petit peu graphiquement, puisqu'en fonction des époques, on va avoir des palettes de couleurs qui vont être assez différentes. Et d'ailleurs, c'est vrai que là, pour le coup, sur les plans de caméra, et notamment tu parlais des travelling, c'est vrai que là, pour le coup, la forme, la manière dont c'est filmé, alors c'est un peu bizarre de dire ça pour un film d'animation, parce qu'il n'y a pas vraiment de caméra, mais la manière dont la caméra est simulée, pour le coup, pour chaque époque, c'est un peu la même chose. Et c'est vrai que pour certaines époques, ça aurait peut-être appelé plus de plans fixes et un peu moins de travelling, par exemple. Il y a aussi des plans d'ensemble comme ça, comme j'ai mis à l'image, pour un peu introduire les époques, qui permet de voir, ça permet de voir aussi comment les gens sont habillés, et de donner un petit peu de la vie, et aussi de montrer qu'il y a un petit peu de monde dans cette ville. Là, c'est la deuxième époque, au moment du typhon, notamment. C'est ça. Ce qu'on peut dire aussi sur l'animation, alors c'est toujours difficile d'en parler avec des plans fixes, c'est que c'est une animation alors donc ce sont quand même des grands personnages. Donc les grands personnages, on le sait, c'est quand même beaucoup plus difficile à animer. En plus, ça se veut assez réaliste, même s'il y a un côté ligne claire. Donc c'est une animation qui est relativement minimaliste, mais il y a toujours ce qu'on retrouvait par exemple aussi dans Mars Express. Il y a toujours la volonté sur chaque plan d'avoir les personnages qui font quand même une action un peu complexe pour habiller l'image, donc que ce soit jouer avec quelque chose avec leurs mains ou ce genre de choses, pour que ce soit toujours très vivant. Donc moi j'ai pas du tout trouvé l'animation rigide à cet égard, malgré voilà, je pense un budget qui est pas non plus démentiel. On sait les budgets pour des courts-métrages d'animation, c'est beaucoup de travail et des petites équipes en général plutôt. Oui, et pratiquement pas de revenus. Oui, voilà, aussi, puisqu'il n'y a pas d'exploitation forcément derrière. Mis à part Arte, qu'on remercie de mettre à disposition ce film par ailleurs. Donc l'un des personnages de la famille qui est... Alors, on ne sait plus si c'est le grand-père ou l'arrière-grand-père à la fin, faudrait compter les générations pour retrouver. En tout cas, et dans la menuiserie, l'ébénisterie, en tout cas, on comprend qu'ils habitent à côté d'une forêt, donc ils fabriquent des objets en bois, que ce soit des meubles, des petits bancs ou ce genre de choses. Et le bois et les arbres vont avoir une grande importance dans le récit. Notamment la forêt de Madame Tang, comme je vous disais, donc il y a cette culture de bonsaï qui se fait, et cette culture évidemment du bois et des arbres est une métaphore de l'arbre généalogique, déjà bien évidemment, des racines, et de voilà comment on se déploie, et aussi avoir une importance après plus matérielle dans le récit. J'ai trouvé que c'était un motif qui était relativement simple, mais ça marchait très bien dans le film, et puis en plus ça nous donne de la verdure et de la nature, ce qui est toujours appréciable, je trouve. Oui, vas-y. Ouais, il y a d'ailleurs un moment que je trouve très touchant, parce que qui raconte voilà, un événement dans cette famille de manière, par une allégorie très mignonne, qui est ce moment où l'une des... alors effectivement, c'est difficile de dire la fille, la mère, la grand-mère. Oui, c'est ça. En tout cas, une jeune fille trouve dans la forêt un petit garçon
Et on comprend que ce petit garçon va être accueilli et adopté par la famille parce que justement il y a une scène de greffe en fait qui est faite sur on appelle ça oui enfin une bouture je sais pas comment on appelle ça dans le cas Pour les arbres, des oui, je arbres sais pas non plus, ouais. mais voilà où elle va greffer un morceau d'arbre sur un bonsaï. Alors je suis pas sûre que ça fasse totalement sens dans le sens où je pense que concrètement il lui faudrait juste pousser un autre bonsaï Oui, puisqu'il est membre de la famille, plutôt que de le greffer comme ça. Mais en tout cas, ça marche très bien d'un point de vue symbolique pour raconter ce pan-là de l'histoire familiale. ce qu'on peut dire aussi, donc, graphiquement, donc, enfin, il y a quand même des changements d'ambiance aussi entre les époques. Là, par exemple, on a une scène de nuit, et donc on voit que c'est le personnage d'ici qui maintenant est devenu vieux. Et les personnages, même si là on a l'air d'avoir du mal avec grand-mère, grand-père, etc., c'est juste parce qu'il y en a beaucoup, et c'est pas forcément évident de les. Comme ils sont pas forcément nommés, c'est pas forcément facile de dire qui est qui. Par contre, dans le film, c'est très clair, parce qu'en général, il y a toujours un petit élément sur leur visage, ou sur leur manière de se vêtir, ou leur coiffure, qui va faire qu'on va les reconnaître. Ça peut être un grain de beauté, une tache de naissance, ce genre de choses, qui fait que quand même les personnages, on arrive quand même bien à suivre l'histoire. Puis la famille ne prend jamais un tour extrêmement compliqué, c'est-à-dire il n'y a pas une génération où on se dit ça y est, il y a 8 enfants et on part dans 12 directions différentes. À chaque fois, bon, il y a plus ou moins un enfant et ça reste relativement une famille, disons, relativement en lignée directe, quoi, on va dire ça comme ça. Oui, et de toute façon, ceux qui partent derrière, on les suit pas. Et ils Mm. sont même pas nommés de toute façon. Ceux qui sont nommés, c'est toujours celui qu'on va retrouver Mm. à la génération suivante. Ce qui permet aussi de suivre le truc. Pour la forêt aussi, il y a une autre lecture aussi que je peux voir, parce qu'on a quand même. Chaque époque, à chaque fois, c'est des grands bouleversements, que ce soit par des bouleversements politiques ou des bouleversements. Euh, enfin, ils sont pris un typhon en 1922, je crois. C'est ça. Donc, donc voilà, à chaque fois, c'est quand même des périodes de. Pas forcément de crise, mais voilà, de changement. Euh, mais à côté de ça, tu as toujours la forêt qui est toujours présente, qui est toujours une ressource qui permet à la famille de vivre, malgré tous les changements qu'il peut y avoir autour. Je trouvais qu'il y avait un côté un petit peu écologiste aussi dans ce truc-là, avec bah oui, cette forêt, cette ressource naturelle qui, peu importe les générations, sera toujours là. Qui est Du coup, renouvelable, avec ouais. voilà, les arbres de la famille qui plantent, enfin chaque arbre représentant un des membres de la famille, qui aussi, eux aussi seront toujours là. Voilà. Qui Je trouve ça correspond aussi à terme un peu à leur hôtel des ancêtres, puisque ça va être stocké dans un des meubles, enfin Mm. de ce qu'on en comprend. Euh, et bah là, j'ai fait un saut dans le temps. Là, on voit effectivement que l'ambiance a changé, hein, puisqu'on est arrivé directement dans les années 90. Donc on a toujours quand même des décors, toujours voilà, comme ça, très riches, vraiment qui nous immergent dans l'ambiance. Moi, je trouvais que c'était un film très immersif. Parfois, peut-être, effectivement, du fait qu'on boucle de génération en génération, il y a un côté un petit peu rengaine, qui est d'ailleurs un petit peu souligné par la musique, puisque c'est un motif musical qui va Mm. revenir régulièrement. Mais sur 40 minutes, ma foi, pour ma part, personnellement, je ne me suis pas ennuyé. Même si je sais que certaines personnes, quand on lit les critiques, c'est vrai que c'est quand même un film qui n'a pas de caractère extrêmement spectaculaire, au-delà de ses beaux Oui. décors ou de ce qui est décrit dans les événements historiques. Et c'est plus un film d'ambiance et d'atmosphère quand même. Oui, oui, il y a aussi un film un peu témoin de différentes époques. Par exemple, bah là, 92, c'est la fin du communisme à la chinoise. Mhm. Enfin, ou le début du communisme à la chinoise, je sais pas trop. Enfin, la Oui, fin du communisme à la Mao, en tout cas. l'ouverture à l'économie de marché. On va dire ça comme ça. C'est ça. Oui, mais ils sont toujours communistes, donc c'est bizarre. Bref. Mhm. Et mais du coup, voilà, 92, cette famille qu'on suit depuis déjà plus un siècle, un peu moins d'un siècle, a son premier réfrigérateur. C'est voilà, c'est le l'événement important de cette époque pour eux. Ce qui moi m'a quand même mis un. Je me dis, ouais, putain, quand même, c'est vrai que en Ouais, Chine, au final, avec leur fermeture, il y a plein de trucs qu'ils ont beaucoup de temps à avoir. un peu comme en Qui sont URSS, ouais. bah, il y a un peu ça, ouais. Mhm. Et c'est vrai que j'ai vu ça, je me suis dit, ah oui, tiens, quand même, c'est. Ouais, j'ai pensé plus à ça, mais. Donc, ouais, l'ouverture sur le monde extérieur qui a permis aux classes les plus populaires d'avoir accès à un confort et à des équipements qui étaient à la base, qui étaient à ce moment-là réservés encore aux plus aisés.
Euh, donc voilà, plutôt intéressant cette partie-là aussi, j'ai trouvé. Et notamment ici, le frigo qui est arrivé. Et j'ai trouvé que c'était assez bien écrit d'ailleurs ce moment-là, puisque on voit aussi la confrontation entre les générations. C'est-à-dire qu'on sent quand même que pour les parents qui là sont plutôt âgés, ils voient pas vraiment l'intérêt d'avoir un frigo, et puis c'est un trop grand changement, et puis finalement on ne garde plus les objets, maintenant ça va être des objets qu'on va être plutôt industriels, qu'on va se mettre à jeter, alors que dans la famille, bah, on fabriquait des objets. Donc quelque part on est aussi un petit peu remplacé par cette économie-là, et c'est le fait d'être remplacé par cette économie-là qui va nous pousser à devoir partir de l'endroit où on est. Donc j'ai trouvé pour le coup que le motif du frigo qui arrive dans la maison et qui est un petit peu à la fois la matérialisation et le déclencheur du départ, j'ai trouvé ça très malin comme truc. Parce que au final, il y a une traversée d'époque, mais enfin, il y a aussi la perte d'une tradition, la perte d'une façon de vivre. On voit notamment quand ils arrêtent d'être menuisiers alors qu'ils l'étaient depuis des générations. Et il y a toute une scène comme ça où le métal est réquisitionné et se pose la question de donner les outils du grand-père. Ils ne servent plus à rien, ces outils, puisqu'on n'est plus menuisier dans la famille, mais en même temps, ils sont porteurs d'une mémoire. Et c'est vrai que voilà, il y a un petit peu là aussi ce contraste entre les générations, entre une génération euh, plus ancienne, plus attachée aux objets, et effectivement le consumérisme des nouvelles générations. Mais je pense que c'est un petit peu plus compliqué que ça. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui m'a interpellée. Alors, je ne sais pas quelle est la situation à Shantou, enfin dans le sud de la Chine. Mais moi, ça m'a fait penser à quelque chose qui m'avait énormément marqué quand j'habitais au Vietnam, qui était que les bâtiments sont tous très nouveaux. Il n'y a pas vraiment de... Nous, on a beaucoup de bâtiments en France qui sont un gros héritage architectural, qui sont là depuis des siècles et des siècles. Moi, on m'avait emmené visiter ce qu'ils appelaient la maison ancienne, qui était donc une vieille bâtisse qui avait en réalité 120 ans. Pour nous en France, dans un certain nombre de villes, enfin, dans la plupart des villes en fait, hein, dans la plupart des centres-villes, des cœurs de ville, 120 ans, c'est rien du tout. Oui, oui. Je te confirme Mais que mon là, immeuble a plus de 120 ans. mais voilà, et au Vietnam, il y avait vraiment cette idée que les bâtiments, on les gardait pas, ils n'étaient pas faits pour durer dans le temps, ils étaient très vite détruits. Et donc, du coup, ça m'a pas mal interrogée par rapport à quel était le rapport ici, parce qu'au contraire, là, on voit plutôt l'inverse. On voit plutôt cet attachement, justement, que. Enfin, là, on n'exclut pas l'autre. Ça n'exclut pas que les individus aient un attachement au lieu. C'est plus à une échelle, effectivement, plus globale de politique de construction et de moyens aussi, parce qu'un bâtiment en pierre, faut pouvoir le construire aussi. Finalement, on trouve un petit peu ça parce qu'au final, on comprend que leurs maisons, ils en sont chassés au profit d'un nouveau quartier, plus grand, plus neuf, etc. On voit que les ouvriers, à la fin, arrivent dans la maison, probablement vont la détruire, en fait, et probablement il va y avoir la dissolution de cet héritage. Et il y a un objet qui incarne vraiment bien la notion d'héritage, c'est une armoire qui est construite donc en 1886 par la première génération de personnages que l'on suit. Et cette armoire, donc, qui a été faite donc, à partir du bois de la forêt, on voit la scène justement où il va choisir l'arbre qui va devenir cette armoire. Euh, c'est vraiment elle en fait qui va incarner elle et puis aussi des petits bracelets qui sont faits avec aussi des bouts de bois, des chutes de bois qui restaient. Finalement, même à l'intérieur de la maison et de la vie du coup citadine, ça reste le bois de la forêt qui crée le lien en fait entre les générations. Et là, effectivement, on voit qu'ils ont retiré les petits bonsaïs de la fameuse armoire qui est allée dans le camion. C'est le dernier objet qui est mis par-dessus le camion en disant vraiment il faut l'emmener. Et les bonsaïs vont, eux, être replantés dans la forêt parmi les arbres. Et sur les bonsaïs sont écrits les noms des différents membres de la famille. Donc c'est un petit peu comme s'ils laissaient leurs ancêtres derrière eux. Là, moi, j'ai eu la petite larme à l'œil quand même. J'ai trouvé ça... quand même, mon petit cœur battait à ce moment-là. Je trouvais ça vraiment à la fois très triste, parce qu'effectivement, ils laissent les choses derrière eux. Et en même temps, c'est pas pour ça qu'ils les oublient. Voilà, c'est-à-dire c'est aussi une manière de les considérer en tant que tels et de les garder avec eux dans leur cœur, quoi, de faire cette cérémonie-là.
Et Euh, puis aussi, comment? Enfin, il y a aussi le côté, enfin, c'est des gens qui ont vécu toute leur vie ici, à côté de cette forêt. En partant, ils les laissent là où ils ont toujours vécu, tu vois. hmm, Si, la dernière chose que je voulais rajouter quand même, parce qu'on a parlé effectivement de la notion de tradition, avec notamment le fait d'aller chercher des acteurs qui parlent le dialecte, ce qui a été compliqué. D'ailleurs, pour recruter voilà, des acteurs qui ont vraiment une connaissance de ce dialecte-là. Il y a la notion effectivement de filiation thématique dans le film. Il y a un autre point auquel moi je suis particulièrement sensible, qu'on retrouve dans le film sur cette notion voilà, de culture avec quelque chose qui traverse les générations, mais c'est l'importance du thé. Parce que on les voit constamment en train de se faire du thé. Mais alors vraiment, ils ont tout le temps une tasse de thé à la main. Et effectivement, dans cette partie de la Chine, le Shantou, c'est connu pour avoir une culture du thé qui est particulièrement forte, avec, hmm, enfin voilà, plus que n'importe où ailleurs en Chine. Voilà, c'est un de ces petits liens pareil, assez discret, qui se fait, c'est jamais, hmm. on voit un peu la préparation du thé quand même, mais c'est jamais mis vraiment en évidence. Mais ça, on voit bien que c'est un peu un leitmotiv aussi dans les gestes, dans le quotidien de cette famille-là. Et on les voyait aussi au début, alors ça au fil du temps il y en a moins, mais au début ils sont aussi souvent la clope au bec et la tasse de thé dans l'autre main. L'avantage c'est que la fumée de cigarette c'est quand même très beau à animer, hein, c'est quand même c'est toujours agréable. Mais ouais, effectivement, de toute façon, il y a beaucoup de choses qui passent par, pour la représentation de la culture, beaucoup de choses qui passent par la nourriture, l'alimentation, parce que c'est peut-être le point le plus intime d'une culture, la gastronomie finalement, puisque c'est ce qu'on mange dans sa famille, c'est ce qu'on ingère, donc quelque part il y a quelque chose de très personnel là-dedans. Sinon, bah, du coup, donc pour conclure, je pense que c'est quand même un film qu'on a tous apprécié. Voilà, il était nommé au César du meilleur court-métrage d'animation. C'est pas lui qui l'a eu, mais on trouve que c'était un bon film sur lequel on avait envie de faire un focus. Surtout que bah, voilà, il est dispo gratuitement sur Arte, donc c'est dommage de s'en priver. Ça dure pas longtemps, c'est chouette. Moi, il y a deux choses que j'ai particulièrement aimées dans le film aussi. C'est que je trouve que dans le temps qui passe et le fait de voir des vies comme ça s'écouler, des enfants devenir adultes d'un claquement de doigts, il y a quelque chose déjà de très émouvant là-dedans. Et c'est vrai que souvent les films, c'est... Enfin souvent, mais souvent c'est un instant T ou c'est une zone de temps donné. Et voir le temps qui passe dans les films, je trouve que c'est toujours d'une beauté fulgurante. Voilà, ça c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que je pense que Denis Do, pour avoir vu son interview, lui disait que c'était une manière de raconter son histoire, mais que cette histoire qui est personnelle et qui est une histoire qui est une histoire lointaine, lui il l'a racontée en tant que Français, et que ça faisait pour lui partie de son histoire de France à lui, quoi, puisque finalement il nous apportait ça. Et en fait, bah, moi je suis très heureux qu'il y ait des gens qui viennent d'ailleurs et qui nous apportent ça. Voilà. À vous. Non, mais j'ai juste que j'ai bien aimé. Après, le film, bah, fatalement, c'est un moyen métrage, donc il y a quand même des limites imposées par ce format. Notamment, c'est vrai que bon, bah, voilà, on a quand même cette histoire qui se fait. Après, le fil rouge, c'est juste que c'est la même famille qui va au même endroit. C'est vrai que bon, bah, à la fin, ils partent et puis c'est fini et voilà. Peut-être que si le film était parti sur un long métrage, on aurait pu avoir d'autres discours qui auraient pu et un fil rouge peut-être plus ténu qui aurait pu s'articuler autour de tout ça. Mais après, je trouve que voilà, c'est un très bon, c'est quand même un bon moyen métrage et un bel exercice parce que bon, ça reste voilà, de l'exercice quand même, ce genre de projet. Mais c'était très bien. Non, et sinon, quoi ajouter? C'est intéressant à regarder effectivement en regard de son long métrage Funan, qui donc lui parlait du destin d'une famille sous le Ankar, donc le régime des Khmers rouges, qui était beaucoup plus dur dans ces thématiques, même s'il restait assez doux, je trouve, dans sa façon de présenter les personnages, bon, dans son univers visuel aussi, mais c'était quand même des thèmes qui étaient particulièrement durs. Là, on est effectivement sur un autre visage, dans le même héritage en fait, hein, qui est cet héritage effectivement bah, là d'une communauté chinoise là qui reste en Chine. Dans Funan, effectivement, on était au Cambodge, mais ça reste
l'histoire d'une partie du monde avec les différents liens, les différents mouvements, les différentes migrations qu'il peut y avoir. Voilà, ça reste un héritage commun. C'est ce qui explique aussi que Denis Do s'y soit intéressé. Hein. Voilà, faut pas s'attendre du tout à la même chose entre le long métrage et ce court métrage qui est vraiment un peu plus comme une bouffée d'air frais, un petit peu méditative, avec, oui, en sous-texte, quand même quelque chose d'un peu mélancolique, mais qui reste voilà, très doux, très accessible, parfait à regarder chez soi avec une tasse de thé. Exactement. Alors, comme d'habitude, on va vous faire des petites recos de films pour aller plus loin, comme j'aime à le dire. Je vais lancer Nam qui est prêt à dégainer sa reco. Oui, je l'ai. À la base, en recommandation, je voulais dire Pomme Poco, mais j'ai pas la boîte, donc j'en ai pris un où j'ai la boîte. Et donc du coup, c'est Au-delà du réel. Alors là, Alors pourquoi ce film? Vous ouais, allez dire, mais pourquoi? Et ben en fait, parce que Au-delà du réel aussi a un aspect de caractérisation des époques à travers le film, parce que ça se passe sur, je sais plus, 40-50 ans, un truc comme ça. ok. Et du coup, il y a pas mal de scènes dans le film qui vont caractériser les différentes époques à laquelle ça se passe. Par exemple, il y a une scène qui se passe dans les années 70 en plan séquence virtuose où en fait les gens parlent en se passant un joint et tu suis le joint. Mais du coup, les années 70 voilà, caractérisé par la consommation de drogue. On est sur les Américains. Et sinon, à côté de ça, c'est un film fantastique dans lequel enfin, fantastique SF, je sais pas trop, dans lequel un scientifique fait des expériences sur son cerveau, où en gros il va dans des questions d'isolation en prenant du LSD pour ouvrir ses facultés mentales, et ça se passe mal, voilà. Le film c'est ça. C'est un film un peu culte quand même aujourd'hui, donc voilà, c'est toujours bon à voir. Eh bien, merci pour cette reco, pour le moins inattendue, mais bien justifiée. Lila, à ton tour, as-tu une reco pour nous? Es-tu J'ai en train de, absolument pas pensé es-tu en à train ce de que j'ai chercher ta fait reco? sur Funan, le précédent film de Guido que j'ai déjà évoqué, mais je suis intéressée pour vous parler d'un autre réalisateur français d'origine cambodgienne que j'aime beaucoup. Euh, et à ce moment précis, j'ai toujours pas décidé si j'allais vous parler d'un film de Ritipan ou d'un film de David Chouin. Intéressant. Mais, Je me demandais mais aussi. voilà, mais puisqu'on a parlé. Non, en fait, je voudrais parler de Daddy Chou parce que je trouve qu'il y a une similitude. Alors, bah, tenez, je vais parler de Retour à Séoul. Euh... Ou de Diamond Island. Les deux sont très bons. Regardez les Mais en deux, fait, c'est très bien. pardon? Regardez les deux, c'est très bien, oui, je suis d'accord. Regardez les deux, c'est très bien. Mais non, alors, Diamond Island, je pense, c'est peut-être celui qui thématiquement se rapproche le plus, même si, bon, c'est pas tout à fait la même chose. Diamond Island parle d'un groupe de jeunes à Phnom Penh, en fait, qui sont donc qui eux sont partis à Phnom Penh, ils viennent du Cambodge plus rural et ils sont embauchés sur les chantiers de Diamond Island, qui est un espace dédié au tourisme, l'hôtellerie, enfin tourisme de luxe, en contraste avec le pays qui, bon, déjà économiquement n'est pas lui-même un pays complètement développé, et puis qui sort quand même d'une période extrêmement traumatique avec le régime des Khmers rouges qui a quand même causé l'exil ou la mort d'un tiers de la population, ou si je dis pas de bêtises, enfin en tout cas voilà. Non, c'est même C'est peut-être plus que ça, moi, il me semblait aussi. non, je crois que c'est plus que ça. Je pense que c'est Hmm. plus que ça. Non, la statistique que j'ai retenue, pardon, le tiers, c'est que à ce moment-là, au Cambodge, il faut se dire qu'un tiers de la population a moins de 30 ans. C'est dire à quel point est-ce qu'il y a vraiment eu un massacre qui a créé une vraie rupture en termes. Eh bien, c'est pas sociologique, c'est pas généalogique, le mot que je cherche. Bon, bref, en termes de population. Ce que je trouve assez intéressant, c'est que de la même manière, on voit ce passage à une époque justement de modernité dans le sens un petit peu excessif, mauvais du terme, avec cette jeunesse qui se retrouve au croisement de ça. Et de sa propre histoire. Et en même temps, on a aussi cette façon d'évoquer justement
les cicatrices du pays de manière extrêmement, comment dire, pudique. On parle jamais concrètement de l'histoire du Cambodge, mais on en voit le résultat. On voit aujourd'hui ce qu'est ce Cambodge, justement. Ah, démographique, voilà le mot que je cherchais tout à l'heure. Ce déséquilibre démographique qui a été causé du coup par ce passé tragique. On voit aussi voilà, ce moment de transition du Cambodge. Faut se dire qu'au moment où le Angkar a pris le pouvoir, il commençait à y avoir pas mal de... Enfin, la vie s'était un petit peu occidentalisée, à l'image de ce qu'on peut voir là dans le film des années 90. Il y avait un petit peu cette image-là, et il y a vraiment eu de la volonté de Pol Pot. Voilà, le rejet de cette civilisation nouvelle. On prend le peuple nouveau et on rétablit le peuple ancien, le peuple des fermiers, le peuple des agriculteurs, enfin, comme étant la valeur du pays. Donc il y a aussi eu par rapport à ça une sorte de recul à cette époque-là, économique, ne serait-ce que d'un point de vue, enfin oui, de la technologie, etc., enfin, de tout ce que pouvait incarner le progrès économique à l'époque. Mais de la même manière, voilà, ça ne sera jamais abordé, c'est absolument pas le sujet dans Diamond Island, mais je trouve que c'est toujours intéressant de se dire que pour autant, c'est pas nié, simplement, voilà, c'est l'histoire d'individus dans le creux de l'histoire, et ce qu'on retrouve un petit peu après dans son film suivant, Retour à Séoul, qui est très différent, qui est beaucoup plus centré sur un personnage d'une jeune fille d'origine française, d'origine coréenne, adaptée en Corée dans les années 80, qui évoque finalement une période assez tragique pour la Corée, où énormément d'enfants ont été mis à l'adoption à cause de la crise économique du pays et adoptés en France. Pareil, on sait que ça existe. Elle est l'héritière de cette histoire-là. C'est pas le sujet du film, pour autant. Du coup, j'ai vérifié pour les chiffres. C'est donc autour de... Alors, les estimations sont très difficiles à tenir. Wikipédia nous dit ce qui est généralement retenu, c'est autour de 20%, mais ça pourrait monter jusqu'à 40% de la population. Voilà. Oh là là. Oui. Vous regardez l'article Génocide cambodgien sur Wikipédia, et également vous pouvez voir les films de Rick Ipan à ce sujet, qui abordent les choses de manière un petit peu plus frontale, notamment à travers des documentaires. Alors moi, pour mon choix, je me suis un peu grillé une cartouche parce qu'on a un autre format qui est Actu Streaming, on parle des films qui sont en streaming, et on a parlé d'un film qui s'appelle La Légende du Tigre, et qui est sur la diaspora chinoise. Et je me suis grillé une cartouche parce que j'ai parlé d'Alerte Rouge, et j'aurais pu parler de Bao et de films qui parlent sur la diaspora chinoise aux États-Unis, mais j'en ai un autre, et il est super bien aussi, et ça s'appelle L'Adieu, et c'est un film, ou The Farewell en anglais, et c'est un film de Lulu Wang, où c'est une jeune fille donc, chinoise qui vit aux États-Unis, donc un petit peu dans cette situation de déracinement aussi, et qui revient dans sa famille en Chine à l'occasion d'un enterrement, et c'est un film qui brasse aussi toutes ces thématiques-là, et qui le fait de manière voilà, très intelligente, encore une fois. Donc un film que j'ai trouvé réussi et que je vous recommande, s'appelle L'Adieu. Et voilà. Voilà ce qui conclut notre petit ciné-club du jour. Merci Nam, merci Lila. On se retrouve bientôt pour un prochain ciné-club, d'autres vidéos sur le cinéma, d'autres streams incroyables. Si vous avez vu la vidéo sur YouTube, merci d'être arrivé jusque-là. N'hésitez pas à partager, à en parler autour de vous, à nous mettre un petit like, ça nous fait toujours plaisir. Et on vous dit à bientôt. Bye bye. Au revoir.